Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, nous sommes lundi. Si vous ouvrez un œil et que vous avez choisi la fréquence de Bretagne 5, et vous avez eu 1000 fois raison. Alors si vous ouvrez un œil, je vous donne l'heure tout de suite, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité est Julien Masson, il est porte-parole du RN en Ille-et-Vilaine et il a pris le train pour être avec nous en direct ce matin au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie, bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Alors, on va parler Merci de votre invitation. Eh bien, écoutez, invitation qui va nous permettre justement de parler de politique, hein, c'est important. Ce matin, on va parler de cette marche contre l'antisémitisme qui s'est déroulée hier à Paris et un peu partout en France. Il y avait des marcheurs, 105 000 participants à Paris, 182 000 en tout en France. Un succès pour cette marche contre l'antisémitisme et pour la République aussi, il est important de le dire. Le président de la République n'était pas à cette marche. Est-ce que vous y voyez un signe particulier? Ce que vous dites aurait été mieux peut-être que le président soit là? Bah écoutez, juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste avoir une pensée puisque nous sommes le 13 novembre. Le 13 novembre 2015, nous avons tous découvert l'horreur à Paris. Je vais bien sûr parler des attentats islamistes du Bataclan, de ces hommes, de ces femmes qui ont été fauchés à la Kalachnikov devant les terrasses des cafés. Et voilà, donc une pensée pour toutes ces victimes, pour tous ces proches, ces familles qui revivent aujourd'hui ce traumatisme, ce 13 novembre. Donc, vous savez, je pense que depuis ce moment-là, rien n'a fondamentalement changé, voilà, aussi bien de la part du gouvernement macroniste que aussi de la gauche. Et la gauche porte une énorme responsabilité, la gauche au sens large en France, mais aussi la gauche bretonne, voilà. Et par rapport aux révélations que nous avons vu ces dernières semaines. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc oui, pour la marche d'hier, c'est évidemment un succès, forcément. Alors ça l'est moins à Rennes, puisqu'il n'y a eu que 700 personnes. Je pense que Emmanuel Macron, oui, évidemment, avait sa place, puisque nous étions dans un moment d'union nationale, d'unité nationale, ce que n'ont pas compris d'ailleurs certains, à commencer par Monsieur Véran, Madame Borne, qui se sont lancés dans des querelles politiciennes, dans la poloche, comme on dit. Aussi par LFI, évidemment, qui a... Alors là, c'est très grave, parce que voilà, c'était un moment d'unité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les Français, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs convictions religieuses, quelles que soient leurs convictions politiques, étaient invités à se rassembler sur ce qui se passe en ce moment, avec la multiplication des actes antisémites depuis le 7 octobre dernier, avec cette attaque terroriste du Hamas. Voilà, on constate que... plus d'un millier d'actes antisémites depuis le 7 octobre. Voilà, c'est un constat sur lequel nous aurions dû tous nous rassembler, sans politique politicienne. Voilà. Et malheureusement, voilà, on a constaté que ce n'était pas le cas, que Monsieur Véran a joué son rôle de Tartuffe, voilà, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion aussi de parler du rôle de LFI, voilà. Mais c'était la place d'Emmanuel Macron de venir, voilà, pour répondre à votre question. Malheureusement, on dit qu'il a eu peur de la réaction des quartiers. Voilà. Il a eu peur de la réaction des quartiers. Voilà. Et ça, c'est scandaleux. Le Rassemblement national était là, en queue de cortège, mais il était là, signe fort. On a entendu des voix fortes, on a entendu par exemple Serge Klarsfeld, chez nos confrères d'Europe 1, qui a dit aujourd'hui le Rassemblement national, ce n'est plus le Front national. On a tourné la page de en tout cas de l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Ce sont les mots de Serge Klarsfeld. Justement, on l'a vu ressurgir, ce débat autour de l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Alors je vous pose la question, comme l'ont fait sans doute de nombreux confrères à de nombreux interlocuteurs du Rassemblement national, est-ce qu'aujourd'hui le Rassemblement national d'une part a tourné la page de l'antisémitisme, et est-ce que Jean-Marie Le Pen est antisémite ou pas? Voilà la grande question. La réponse, elle est très claire. Elle a été énoncée à la fois par Marine Le Pen, par Jordan Bardella. Les propos qui ont été tenus par Jean-Marie Le Pen étaient inqualifiables. Ils étaient condamnables, et ils ont même été condamnés. Donc voilà, c'est incontestable. On ne peut pas avoir ne serait-ce qu'une once d'ambiguïté sur cette question de l'antisémitisme. Donc la rupture, elle se fait justement par rapport à ces déclarations de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen a
fait vraiment la rupture par rapport à cela, comment dire, voilà, à virer son père, on peut le dire, ce qui n'est pas forcément une chose facile, voilà. En 2015, hein, je le rappelle pour les auditeurs. Voilà. Donc ce n'est pas une chose facile. La rupture, elle se fait justement là-dessus. Maintenant, vous l'avez dit, voilà, ces querelles politiciennes qui viennent nous ressortir les déclarations d'une personne qui a 95 ans. Voilà, juste une petite précision. Voilà, au moment de la création du Front National, le père de Jordan Bardella avait 4 ans. 4 ans. Vous vous rendez compte? Donc on vient nous ressortir toujours les vieilles lunes, là, toujours ces vieux disques rayés qui ne fonctionnent pas, En fait, on nous allume des contre-feux tout le temps pour cacher la véritable responsabilité des élus de gauche, de droite qui se sont succédés au gouvernement et qui ont une part de responsabilité dans ce que nous voyons aujourd'hui, dans le développement du fondamentalisme islamiste en France, dans ses actes antisémites, etc. Vous savez, Marine Le Pen, il y a déjà 15 ans, il y a au moins 15 ans, disait il y a des quartiers où il ne fait pas bon être juif, où il ne fait pas bon être homosexuel, où il ne fait pas bon être une femme, voire parfois même être français, tout simplement. Voilà. Et elle avait raison, elle a été raillée à l'époque, elle avait raison. Voilà. Je pense que maintenant les Français ne sont pas dupes, les Français de confession juive se rendent compte que non seulement le Rassemblement national n'est pas un danger pour eux, mais que c'est en plus un rempart, justement, puisque nous avons l'antériorité, nous avons prévenu déjà depuis de nombreuses années. Voilà, nous sommes les seuls à véritablement combattre le fondamentalisme islamiste. Alors aujourd'hui on parle d'un antisémitisme islamiste. On entend de ci de là des voix qui disent voilà, aujourd'hui on ressort l'antisémitisme d'extrême droite pour un petit peu masquer cet antisémitisme islamiste. Ce fameux contre-feu. Est-ce que pour vous la gauche, alors vous l'avez déjà en partie répondu à cette question, la gauche a grand tort sur l'analyse de cette situation, de cet antisémitisme Bien évidemment. France. Mais la gauche, elle est empêtrée dans ce qu'on appelle la NUPES. La NUPES, les élus socialistes et les élus écologistes sont empêtrés dans la NUPES. Ils sont empêtrés avec les déclarations fracassantes et révoltantes, scandaleuses de la France insoumise déjà depuis ces quelques semaines. En fait, si vous voulez, depuis le 7 octobre, depuis cette attaque ignoble du Hamas, des terroristes du Hamas en Israël, on se rend compte, les Français se rendent compte d'une part, qu'il y a une 5e colonne en France. Une 5e colonne en France qui multiplie les actes antisémites. Voilà, c'est des juifs, des Français de confession juive qui enlèvent leur nom sur les boîtes aux lettres. C'est des Français de confession juive qui essaient de changer de nom, tout simplement. Enfin, on en est là. Voilà. Donc il enlève la mezouza, ce petit site distinctif. Exactement. Voilà. Donc et là. La France insoumise, évidemment, au sein de la NUPES, porte une immense responsabilité. Si on voit les déclarations des uns et des autres, c'est un pur scandale. Je vais bien sûr parler de Madame Obono. Madame Obono qui vient nous dire que le Hamas est un mouvement de résistance, dit-elle. Un mouvement de résistance. Un mouvement de résistance qui a fait 1400 morts dans des conditions effroyables, barbares, et qui a tué 40 de nos compatriotes. Un mouvement de résistance. Et cette dame siège encore au Palais Bourbon, elle revêt encore l'écharpe tricolore sans aucun problème. 40 Français sont morts, et c'est un mouvement de résistance. On a Madame Panot, qui a toutes les difficultés du monde pour dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Elle ne peut pas le dire. Elle vient nous dire, vous savez, non, le Hamas, c'est une branche armée qui fait des crimes de guerre. Une branche armée? Une branche armée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une branche non armée du Hamas? Ça veut dire qu'il y a derrière des militants modérés du Hamas, derrière, qui travaillent dans les bureaux, c'est ça? Non, mais on marche sur la tête, voilà. Mais je pense que les Français, voilà, ils ne sont pas dupes. Ils se rendent bien compte que le fondamentalisme islamiste, il est porté, malheureusement, qu'il y a une certaine complaisance, voire même une certaine complicité par rapport à cela, de la part des élus NUPES, de la part des élus LFI. Voilà. Alors, il y a la parole de Jean-Luc Mélenchon également. Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas prononcé le mot terroriste à propos du Hamas, qui ne veut pas le faire. C'est son électorat. Il ne veut pas déplaire à son électorat. Point barre. C'est tout. Voilà. Est-ce que, justement, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas citer ce mot de terrorisme, porte une forme de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui? Bien évidemment. Bien évidemment, mais vous savez, alors ils marchent sur les œufs. En fait, bon voilà, ils ont trouvé le prétexte, ils nous ont ressorti encore Jean-Marie Le Pen pour finalement ne pas, participer à cette marche contre l'antisémitisme. Voilà, mais personne n'est dupe. Voilà, ils n'avaient évidemment pas leur place dans le sens où ils ne font que légitimer le Hamas depuis plusieurs déclations, depuis ce que je viens de citer. Voilà. Mais vous savez, hier, j'étais présent avec quelques membres du Rassemblement national à la manifestation, en tout cas au rassemblement devant la préfecture de Rennes contre l'antisémitisme. Voilà. Et bien, écoutez, j'ai discuté avec une dame qui me dit,
qui m'a remercié d'ailleurs d'être là. Je me suis présenté, voilà, je suis à l'Assemblée nationale, voilà. Mais écoutez, voilà, moi je vote pas pour vous, mais je vous remercie d'être là, déjà. Et deuxièmement, elle m'a dit, voilà, moi je suis plutôt socialiste et je suis horrifié par ce que est devenu le Parti socialiste, qui ne peut pas rompre aujourd'hui avec la France insoumise, malgré tout ce qu'on entend de la France insoumise. Voilà, elle est scandalisée. Voilà. Et cette dame me dit, par exemple, elle avait une pancarte « Français unis contre l'antisémitisme ». Je lui dis, mais elle est très bien votre pancarte. Eh bien, figurez-vous que cette dame, elle a caché son panneau pour sortir de la manifestation. Je lui dis, mais pourquoi ? Mais parce que je ne suis pas en sécurité. Moi, mes propres enfants ne sont pas venus à ce rassemblement. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de la situation, finalement ? Même un panneau français uni contre l'antisémitisme, cette dame-là ne veut pas le sortir parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Voilà. Vous savez, je lui ai dit, madame, si vous portiez un drapeau palestinien à Rennes, vous n'auriez aucun problème. Elle me dit, effectivement. Voilà. Alors justement, il y a des manifestations qui ont eu lieu également. Il y en a eu une hier matin aussi à Paris d'ailleurs, en soutien au peuple palestinien. Des manifestations qui sont plus bruyantes, on va dire peut-être, que la manifestation, en tout cas la marche qui a eu lieu hier, ou les marches qui ont eu lieu hier un peu partout en France contre l'antisémitisme. Est-ce qu'il y a une dérive communautariste Bien évidemment. Mais ce qu'on voit, et les Français ne sont pas dupes, c'est que tous ces partis politiques de gauche, macronistes, etc., qui ont essayé de jeter l'opprobre sur la Rassemblement national, ce sont tous ces partis qui se sont succédés depuis 30 ans, 40 ans, et qui sont, eux, responsables de la montée du fondamentalisme islamiste, qui sont, eux, responsables de tous ces actes antisémites que nous voyons se multiplier depuis des semaines. Voilà. Et alors, vous parliez effectivement des manifestations pro-Palestine. Alors, elles ont un habillage, elles s'habillent, en fait, voilà, ce sont des manifestations pour la paix. Pour la paix. Bon, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces manifestations pour la paix, en fait, ce sont quasi totalement que des drapeaux palestiniens. Voilà. Que la banderole en tête de cortège, c'est marqué « Palestine vaincra ». Palestine vaincra. Est-ce que c'est un slogan de paix, ça ? Vous pensez ? Je ne le pense pas. Est-ce que vous pensez que, bien évidemment, dans ces cortèges, il y a le drapeau du NPA, qui est actuellement poursuivi pour apologie du terrorisme, il y a les drapeaux de la France insoumise, etc. Est-ce que vous pensez que ces manifestations qui sont dites pour la paix, est-ce que, moi je mets au défi quiconque de venir manifester avec eux pour la paix avec un drapeau d'Israël ? Eh bien, allons-y, et nous verrons si vraiment cette manifestation est pour la paix. Alors, on a deux peuples qui souffrent, évidemment, le peuple israélien avec cette horreur du 7 octobre, et puis le peuple palestinien aujourd'hui qui souffre. Alors, on reproche, en tout cas, on entend des voix qui s'élèvent pour dire, ben oui, on dit beaucoup de choses, on soutient beaucoup Israël et pas assez la Palestine. Comment vous recevez ce discours ? Mais en fait, voilà, nous avons été très clairs déjà depuis le début par rapport à l'ignoble attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. Nous avons considéré qu'effectivement, Israël avait le droit de réagir. Voilà, de réagir. Toujours est-il que voilà, le problème, c'est que nous ne sommes pas face à deux armées d'État. Nous sommes face à un groupe, une démocratie. On peut en penser ce que l'on veut de la démocratie israélienne, mais nous sommes face à un groupe terroriste de l'autre côté. C'est pas une armée régulière. Et cette armée et ces terroristes du Hamas, justement, profitent, sont dans des tunnels ou profitent, se cachent dans des hôpitaux, se cachent derrière les civils, etc. C'est très très compliqué. Maintenant, ce que nous avons toujours dit au Rassemblement national, c'est que, évidemment, les couloirs humanitaires doivent être maintenus, mais bien sûr, bien évidemment. Il y a la porte pour l'Égypte pour amener justement cette aide humanitaire doit évidemment être maintenue, pour évidemment sauver le plus de vies civiles possible, bien évidemment. Il y a une crainte que le conflit arrive ici en France, plus largement en Europe. On craint des attentes. Alors j'allais vous poser la question, vous répondez avant, mais c'est très bien. Est-ce qu'il est finalement pas déjà là, ce conflit, même d'un point de vue politique ? Mais il est déjà là, on le voit ces dernières semaines, on le voit. Voilà, on le voit parce que c'est ce conflit qui a été importé. Et encore une fois, vous savez, tous ceux qui étaient en tête de cortège de la marche parisienne aujourd'hui, hier, ont une responsabilité énorme, puisque ce sont eux qui ont développé l'immigration, qui ont encouragé l'immigration massive depuis 30 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, nous en récoltons les fruits. Et les fruits, aujourd'hui, ce sont des Français qui sont nés en France, qui ne sont pas assimilés et qui portent ce discours contre Israël, contre la France, contre ses institutions, qui refusent notre mode de vie. Voilà. Donc, ces élus politiques, ces politiciens de gauche comme de droite portent une immense responsabilité. Voilà, immense.
Justement, le contexte, on l'a dépeint depuis le début de cet entretien. Il y a aussi la loi immigration. On va parler un petit peu de politique politicienne dans ce contexte difficile. La loi immigration adoptée au Sénat qui va désormais aller à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle est, cette loi immigration, du point de vue du Rassemblement national, une bonne loi ou plutôt peut mieux faire? Bah, écoutez, je pense qu'on est à la 30e, 31e loi immigration. Voilà, c'est pour mettre un peu les choses dans leur contexte. Voilà, on a Monsieur Darmanin qui montre les muscles, qui voilà, veut faire preuve de fermeté. Elle pense avoir entendu le message passé par les Français, puisqu'il y a voilà, 13 millions de Français qui votent Rassemblement National, 600 000 Bretons, voilà, 89 députés, premier parti d'opposition. C'est effectivement qu'il y a peut-être un sujet sur l'immigration. Voilà. Mais vous savez, en Bretagne, on a un proverbe qui, je pense, colle parfaitement à Monsieur Darmanin. C'est grand disou, petit faisou. Voilà, grand disou, petit faisou, je pense que ça colle parfaitement à Monsieur Darmanin puisqu'il montre les muscles, mais en fait on se rend compte que malheureusement il n'est pas crédible tout simplement parce que, je vais quand même vous rappeler quelque chose, ce même Monsieur Darmanin qui montre les muscles aujourd'hui, il y a quelques semaines, c'était lui qui organisait la répartition des migrants puisqu'il fallait, je cite, voilà, comment dire, l'Île-de-France était submergée d'immigration clandestine, il fallait donc du coup voilà, répartir tous ces migrants en prévision de la Coupe du Monde de rugby, en prévision des Jeux Olympiques, mais c'est ce même Monsieur Darmanin qui a réparti ces migrants, y compris en Bretagne, avec en plus une espèce d'entreprise de logistique, voilà, avec des SAS, ils vont rester 3 semaines dans un hôtel réquisitionné à Montgermont, et puis voilà, donc c'est d'une point de vue de l'humain et de l'humanité, c'est quand même assez choquant, voilà, on peut le dire. Et puis c'est ce même Monsieur Darmanin aussi, qu'il y a encore quelques semaines, je vous parle pas il y a quelques années, quelques semaines, lors de, on peut dire, l'invasion de l'île de Lampedusa par des milliers et des milliers de migrants clandestins, nous avait dit non, la France ne va pas récupérer de migrants parce que la France a déjà pris sa part. Bon, je pense que ça n'a pas duré une journée, quelques heures, hein, parce que dans les heures qui ont suivi, on a appris que voilà, tel département allait réquisitionner tel lieu pour finalement accueillir évidemment des migrants venus de Lampedusa. Voilà. Donc cette loi immigration, écoutez, c'est de la communication. C'est de la communication. Vous savez, le Rassemblement national, quand cette idée a été énoncée de faire une loi immigration, a dit, mais écoutez, voilà, nous on est capable de voter tout ce qui va dans l'intérêt général, tout ce qui va dans l'intérêt des Français. On est prêt à voter des articles. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que ça ne résoudra rien, puisqu'il n'y a rien sur le regroupement familial, il n'y a rien sur la capacité d'acquérir la nationalité pour un étranger. Enfin, il y a tant de choses à revoir sur le droit du sol, notamment. Rien sur les mineurs étrangers isolés. Mmh. C'est un véritable problème en Bretagne. Je ne sais pas si on peut développer, mais vous savez, par exemple, le département d'Ille-et-Vilaine dépense chaque année 27 millions d'euros chaque année pour l'accueil de mineurs étrangers isolés. Alors on vient nous dire, voilà, mais ce sont des pauvres mineurs. Mais non, il y a un rapport sénatorial déjà depuis 2017 qui nous dit qu'ils sont envoyés par leur famille. Mmh. Envoyés par leur famille. C'est un système qui est particulièrement bien organisé. Voilà. On a des jeunes, c'est dans ce rapport sénatorial, on a des présidents de département qui viennent nous dire, on a des jeunes qui viennent avec des fiches plastifiées contenant les noms et prénoms de nos travailleurs sociaux. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du système organisé? C'est-à-dire qu'un jeune Guinéen sait pertinemment qu'en Ille-et-Vilaine, il faut contacter Madame Truc dans le bureau machin pour pouvoir être pris en charge. Enfin, c'est un système qui est organisé. Je ne parle même pas de l'aspect sécuritaire. Vos confrères de Ouest France, il y a quelques années, déjà titraient que Rennes est le terrain de chasse des mineurs étrangers isolés, pas une nuit sans une agression, etc. Enfin bref, ce projet de loi immigration ne résout rien, c'est de la communication, grand disou, petit faisou. Alors, vous parliez de la Bretagne tout à l'heure, où le Rassemblement national progresse d'année en année. Est-ce que c'est lié justement à ces phénomènes d'immigration, d'insécurité, selon vous ? C'est en partie lié, mais ce n'est pas seulement l'immigration. Voilà. On dit toujours que la Bretagne a été épargnée par les vagues d'immigration, etc., que Rennes, ce n'est pas Marseille, ce n'est pas Lyon, effectivement. Alors, la dérive marseillaise de Rennes, on la constate. Hein. On la constate tous les jours. Tous les jours, voilà. Mais toujours est-il que le vote Rassemblement national en Bretagne, il est aussi le vote de certains Bretons qui se sentent oubliés depuis des années par la classe politique, qu'elle soit de gauche ou de droite. Et c'est des services publics qui disparaissent dans la ruralité. C'est des transports, c'est des médecins qui ne sont plus là. Enfin voilà, c'est tout ce
Voilà, c'est une ruralité qui est aussi oubliée, qui a été oubliée maintenant pendant des dizaines d'années. Et les Français, les Bretons sont conscients de tout cela et considèrent qu'effectivement le Rassemblement national avait raison déjà sur ces sujets depuis bien longtemps. Alors justement, il y a des propositions. La région fait des propositions en termes de mobilité, en termes d'accueil. On parlait tout à l'heure des populations réfugiées, des migrants, comme l'on dit. Fait des propositions sur de nombreux domaines. Quelles sont les grandes lignes, les grandes propositions du Rassemblement national pour la Bretagne de demain ? Mais la Bretagne de demain, c'est d'abord un réseau de mobilité particulièrement efficient. Voilà, on peut pas continuer. Et là-dessus, le CPER, le contrat de plan État-région, a été une grande déception. Voilà, puisque nous, ça fait des années que nous militons pour les petites lignes du quotidien. Si on veut vraiment que les Bretons quittent leur voiture, eh bien, il faut bien mettre des transports publics collectifs, des transports, des trains. Or, les petites lignes, elles sont complètement oubliées. Voilà, on parle de Morlaix-Roscoff, on parle de la diagonale justement qui devrait relier Saint-Brieuc à Auray, etc. Le train à Fougères, enfin c'est toujours un débat sans fin. Là, on va nous dire voilà, on a avancé, on va faire des études. Enfin, on peut pas se contenter d'avoir des études qui coûtent d'ailleurs affreusement cher. On peut pas. Voilà. Donc la mobilité, c'est évidemment un sujet prégnant en Bretagne. Voilà. Et on a le système hospitalier aussi en Bretagne. On a vu cette lutte pour l'hôpital de Carhaix, pour la maternité de Guingamp, entre autres. Hein. Est-ce que là aussi le dossier est important, est à prendre en main sérieusement et rapidement sur la santé en Bretagne ? Bien évidemment. Vous savez, là aussi, c'est aussi un domaine sur lequel les Français ont découvert finalement, avec la crise du Covid, que nous avions jusqu'à présent, nous étions, soi-disant, nous avions le meilleur système de santé au monde, etc. Nous avions les meilleurs praticiens. Et toujours est-il que les Bretons, les Français se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. On était quand même dans une situation où des personnels soignants ont dû être obligés de s'équiper avec des sacs poubelles. Voilà, c'est la tiers-mondisation de la santé publique qui a toujours mis les lois successives, notamment Madame Bachelot, Monsieur Bertrand, qui ont fait de la santé un système de rentabilité. Voilà. Mais la santé, ce n'est pas un système de rentabilité. On ne peut pas continuer comme ça. Et à côté de cela, on va revenir sur l'immigration, mais l'aide médicale d'État, c'est 1,3 milliard. 1,3 milliard. Parce que, on accueille, c'est 400 000 bénéficiaires en France. Voilà. Pendant ce temps-là, des milliers de Français, de Bretons, décident de ne pas se soigner parce que c'est trop cher. Là, on a appris encore il y a quelques semaines que les soins dentaires allaient augmenter. Voilà. Donc les mutuelles augmentent. Les Français sont de plus en plus nombreux à renoncer à des soins et en attendant, on continue à payer des sommes faramineuses, 1,3 milliard par an pour l'aide médicale d'État, pour des clandestins entrés illégalement en France dont les soins sont entièrement payés. Voilà. Nous, ce qu'on a proposé au Rassemblement national, c'est de transformer cette aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Évidemment, il n'est pas question de laisser mourir quelqu'un qui n'a pas de papier et qui était en danger de mort. Mais voilà, ça doit se restreindre justement à cette situation-là, et surtout, ça doit ne plus être un appel d'air, parce que si vous voulez, on l'a vu avec la crise des migrants à Rennes, je vais revenir un peu là-dessus aussi, mais on nous a dit, il y avait par exemple à Rennes, je suis rennais, je le vois, on a des campements de migrants qui pullulent, qui se multiplient. Quand on voit une Géorgienne, on lui demande, mais qu'est-ce que vous faites là ? Et elle nous dit, mais attendez, moi, les médicaments, je peux pas les payer en Géorgie, donc je viens ici, c'est gratuit. Bon, voilà. Voilà. Donc c'est toute l'hypocrisie finalement de la gauche qui vient pleurer, qui va faire le concours de pleureuse là justement pour crier à l'humanité. Mais ce sont eux-mêmes qui encouragent cette inhumanité, voilà, qui encouragent cette immigration toujours et encore, et qui font qu'aujourd'hui nous avons des campements de migrants indignes. Et ben voilà, ça c'est leur responsabilité. Est-ce que justement sur cette question, sur bien d'autres, mais sur cette question, puisque vous y revenez, il n'y a pas aussi un aspect européen ? Est-ce que l'Union européenne doit prendre sa part là aussi, ou avoir une politique migratoire différente ? Et je pense que l'Union européenne a déjà suffisamment pris sa part en fait, voilà, et qu'il serait temps aussi que les Français décident pour eux-mêmes sur ce sujet, vous voyez, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de référendum, 2005, et d'ailleurs il avait été piétiné en 2005, donc c'est ce que nous proposons nous au Rassemblement national, c'est un référendum sur l'immigration, donner la parole au peuple. Nous avions aussi déposé une motion de référendaire sur les retraites pour donner la parole au peuple sur les retraites, voilà. Et il se trouve aussi que la France insoumise qui se disait grand opposant
grande opposante à la réforme des retraites, n'a évidemment pas voté cette motion référendaire qui aurait dû donner la parole au peuple. Voilà. Donc il faut que les Français décident par eux-mêmes. Parce qu'ils se rendent compte finalement que sur le thème de l'immigration, la situation est scandaleuse depuis des années. Et je vous disais tout à l'heure que la gauche, notamment, porte une immense responsabilité. On l'a vu d'ailleurs avec l'affaire de ce professeur Dominique Bernard, égorgé à Arras. Voilà, c'est la gauche bretonne, la gauche rennaise, qui avait fait des pieds et des mains pour que cette famille qui devait être expulsée en 2014 soit maintenue sur le territoire. On a monsieur Theuriet, qui est vice-président de Rennes Métropole aujourd'hui, qui avait signé un communiqué avec sa collègue Valérie Faucheux, adjointe de Nathalie Appéry, pour exiger leur régularisation immédiate. Nous en sommes là, voilà. Il porte une immense responsabilité, comme monsieur Chéné-Girard finalement, vous savez, parce que quand on donne 335 000 € à SOS Méditerranée, pendant 3 ans, depuis 3 ans, est-ce que les Bretons savent que 335 000 € de leur argent public va dans SOS Méditerranée? Frontex d'ailleurs dit qu'il y a effectivement une collusion entre les mafias de passeurs et SOS Méditerranée. Voilà. Eh bien, c'est un scandale et c'est un danger, puisque, je vous le rappelle, juste, que le Tunisien qui a abattu 2 Suédois là, tout récemment, eh bien, il est entré en Europe via Lampedusa. Or, SOS Méditerranée débarque les migrants, non pas dans les ports sûrs de Tunisie, comme elle devrait le faire, mais à Lampedusa, automatiquement, et toujours. Donc, c'est un grave danger, et c'est un véritable scandale que l'argent public des Bretons soit dépensé à hauteur de 335 000 € pour la région Bretagne. Il nous reste 2 minutes. On va parler de Julien Masson, également de la Bretagne, avec cet aspect autonomie. C'est un mot qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Certains poussent même jusqu'à indépendance. Alors, j'aurais voulu vous entendre avant de conclure sur cette idée d'autonomie de la Bretagne. Vous savez, l'autonomie, c'est un vaste sujet. Ça a toujours été relayé par l'UDB qui pousse en fait son dossier depuis belle lurette. On se rend compte que finalement, Madame Le Callennec pour LR, mais aussi les macronistes suivent derrière. Nous, on a toujours été très clairs finalement. Nous sommes favorables à la Bretagne à 5. À la Bretagne à 5. Et vous savez, la séparation, le découpage des régions a été fait sur un bout de table avec Monsieur Le Drian quand même, qui a une petite part de responsabilité dans l'histoire. Nous sommes favorables à la Bretagne à 5. Mais sur l'autonomie, nous considérons que finalement, c'est un danger, puisque la République, elle est une et indivisible. Voilà, on ne peut pas avoir des régions qui auraient certaines capacités et pas d'autres. Voilà. Donc, la République, elle est une et indivisible. Donc, nous ne sommes pas favorables à ce projet d'autonomie. Puis pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour continuer avec les vagues d'immigration, l'insécurité, c'est ça? Ce n'est pas du tout notre projet. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Julien Masson, porte-parole du RN en Ille-et-Vilaine, qui était notre invité en ce lundi matin au micro de la matinale de Bretagne 5. Je l'en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.